Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Floriane, je suis chargée de mission pour le Brésil au CCFD Terre Solidaire. Le CCFD qui est une organisation de solidarité internationale qui travaille avec beaucoup d'organisations différentes, mais en particulier avec des femmes, des organisations de femmes et puis de manière générale des organisations qui travaillent les questions de genre et de droits des femmes. Alors, moi, je vais vous faire un petit peu ce petit focus sur les femmes pendant la pandémie au Brésil. Il faut bien parler des femmes au pluriel, on peut avoir en tête leur diversité et puis les différents facteurs qui composent leur identité. Donc, on peut commencer par un état des lieux. Comment les femmes vivent-elles cette pandémie au Brésil? Avec 3 angles d'attaque, je ne prétends pas être exhaustive. La question des conditions de travail, la question des violences et des féminicides, et puis la question de l'accès aux politiques publiques. Alors, tout d'abord, la modification des conditions de travail. Et je pense qu'il faut commencer en évoquant la grande précarité des travailleuses domestiques. Si on regarde les chiffres aujourd'hui de l'IBGE, qui est l'Institut brésilien de géographie des statistiques, si on regarde ces chiffres de novembre 2019, le Brésil regroupe aujourd'hui plus de 6,3 millions d'employés domestiques, dont 93% de femmes et 72% qui ont un statut informel. Et depuis le début de la pandémie, 2 risques pèsent sur ces femmes qui sont employées domestiques. Certains employeurs ont cessé de faire appel à elles, sans pour autant maintenir leur salaire ou les indemniser. Donc là, on voit bien que le premier risque, c'est celui de la perte de revenus pour elles. Et puis, d'autres employeurs, au contraire, leur ont imposé de continuer à travailler, mais dans des conditions sanitaires qui ne sont pas adéquates, sans tous les moyens de protection nécessaires. Alors, il y a d'autres catégories de femmes qu'il faudrait aussi pouvoir évoquer, qui sont dans une vulnérabilité particulièrement grande. Je pense aux femmes pêcheurs, aux marchandes ambulantes, aux femmes rurales, aux femmes incarcérées, aux femmes dans la prostitution. Il y en aurait beaucoup, mais c'est des femmes qui aujourd'hui sont avec des pertes de revenus et puis dans un besoin qui est immense. Pour toutes les femmes qui sont en télétravail, ce qui n'est souvent pas pris en compte, c'est le changement du cadre du travail qui touche tout le monde, mais particulièrement les femmes qui n'ont souvent pas accès à des équipements ou à une connexion Internet adéquate. Et puis surtout qui doivent gérer la présence des enfants, des animaux parfois, de tout ce qu'il y a dans la maison. Et c'est justement un point qui est très important d'aborder, c'est la question de la charge du travail domestique. Si on regarde toujours des travaux de recherche de l'IBGE, avant la pandémie, les femmes au Brésil dédiaient déjà le double de leur temps par rapport aux hommes au travail domestique et de soins. Et la tendance, pendant cette pandémie, elle est à ce que cette inégale répartition des tâches s'aggrave, s'augmente. C'est ce que nous dit la coordinatrice du NEGIF, qui a un noyau de recherche sur ces questions-là. C'est-à-dire que la majorité des femmes aujourd'hui doivent se charger de la cuisine, de toutes les tâches ménagères, des devoirs des enfants, des problèmes de santé de tout le monde dans la maison, tout en exerçant un métier à distance ou devant même sortir pour l'exercer, mais en devant faire des kilomètres à pied, sachant qu'il n'y a pas toujours de moyens de transport. Donc, on voit bien que les conditions de travail pour les femmes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur maison, sont très compliquées et que ces femmes, elles doivent faire face à des journées qui sont très intenses où se superposent les tâches et les obligations. Deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est la question des violences domestiques et des féminicides. Alors, ces dernières années au Brésil, on a eu des avancées en termes de que ce soit dans la publication, la diffusion de données, dans la mise en place d'institutions spécialisées, des législations, etc. Et en même temps, on voit aussi beaucoup de recul. C'est ce qu'on a dénoncé dans le baromètre qu'on a publié cette année, notamment sur la question des féminicides. Et pendant ce temps de pandémie, ce recul, on le voit particulièrement très fort, avec une violence qui est multiforme, qui peut être une violence psychologique, basée sur le contrôle de la femme, son humiliation, le fait de miner son estime d'elle-même. Et il y a beaucoup de femmes qui nous témoignent, qui témoignent d'un aspect qui est très dur de cette pandémie, c'est la perte de lien avec d'autres femmes, le fait qu'elles n'aient plus leur travail, qu'elles n'aient plus les organisations sociales ou religieuses auxquelles elles participaient. C'est une violence qui est aussi physique, donc avec justement cette augmentation de la violence domestique, on a beaucoup d'indices qui permettent de parler de cette augmentation de la violence domestique. Quand on croise un peu les différentes données qu'on arrive à récolter, par exemple, le tribunal de justice à Rio a enregistré une augmentation de 50% des cas de violence domestique pendant la période de confinement. Si on regarde les chiffres du secrétariat de la sécurité publique, le nombre de femmes assassinées à São Paulo a quasiment doublé pendant la période d'isolement social en comparaison de la même période de l'année antérieure.
Le service d'écoute national des droits humains a enregistré une augmentation aussi de l'utilisation du numéro 180, qui est le numéro pour assister les dénonciations de violences domestiques. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres indices comme ça qu'on pourrait récolter qui nous permettent de parler de cette augmentation de la violence domestique, qui n'est pas un phénomène nouveau, hein, enfin, en tout cas qui n'est pas un phénomène ni nouveau ni spécifique au Brésil. On en a beaucoup parlé ici aussi en France, en Chine. Mais dans le cas brésilien, il y a un facteur qui est aggravant, qui est l'accès aux armes, qui a été autorisé par un décret de Bolsonaro l'année dernière, et qui fait que l'espace de la maison est non seulement dangereux pour les femmes, mais il peut s'avérer mortel. Troisième aspect que je voulais aborder, c'est la question de l'accès aux politiques publiques pour les femmes dans les quartiers populaires et les zones marginalisées. Alors, un difficile accès à des politiques d'abord d'un ordre économique. On l'a vu pour l'accès aux revenus basiques d'urgence, qui est une aide de 600 reais, équivalent de 110 €, qui a été délivrée, proposée au niveau fédéral pour les travailleurs et travailleuses informelles. Mais on se rend compte que dans la réalité, c'est très difficile d'y avoir accès, donc pour tout le monde et a fortiori pour les femmes. De la même manière, les mères qui sont chefs de famille et qui bénéficient de la Bolsa Familia, donc la bourse des familles, devaient recevoir aussi une aide d'urgence de 1200 reais et qui met aussi beaucoup de temps à venir, c'est ce que disent beaucoup de femmes. Et puis de manière générale, en fait, pour beaucoup de femmes, c'est difficile d'avoir accès à des aides parce que ce sont les hommes qui sont considérés comme les chefs de famille. Donc, c'est difficile au niveau des politiques publiques d'aide économique, mais aussi en termes de politique de protection. On se rend compte que les canaux traditionnels d'assistance des femmes en situation de violence, comme les commissariats spécialisés, par exemple, ne sont pas adaptés au contexte du Covid-19, parce que comment avoir accès à un commissariat quand on est confiné, comment utiliser un téléphone si l'homme contrôle tout dans la maison. Donc, on voit bien que la femme a peu d'échappatoire aujourd'hui, comme elle pouvait le faire avant en allant dans divers groupes ou au travail. Donc, comme disait Glauber tout à l'heure, hein, on a souvent présenté le virus comme un virus démocratique. On voit bien que ce n'est pas le cas et que tous les Brésiliens ne sont pas dans le même bateau. Celui des femmes est particulièrement menacé. Alors, deuxième question que je voulais aborder avec vous, et c'est ce qu'on fait aussi tous les autres, comment les femmes résistent-elles, comment luttent-elles sur les territoires. C'est important pour nous à la Coalition Solidarité Brésil de pouvoir parler des résistances des acteurs locaux sur les territoires, parce que c'est ce qui donne du sens à notre action aussi. Alors, rappelons d'abord que le SUS, qui est donc le système universel de santé au Brésil, qui est une référence dans le monde entier, on oublie souvent que ce système-là, il a été créé parce que des femmes de la périphérie de São Paulo se sont mobilisées en se battant pour la création de premiers équipements. Et pendant ce temps de pandémie, je pense qu'il est important de se rappeler le combat de ces femmes parce qu'on retrouve cette même énergie militante et cette même créativité. On l'a déjà évoqué dans d'autres secteurs, on l'a évoqué avec les femmes autochtones, etc. Mais de manière plus générale, on la retrouve très fortement. Que ce soit dans les métiers de soins où de fait on a un large pourcentage de femmes que dans d'autres actions menées. Alors dans ces autres actions, il y a par exemple l'élaboration de matériel de communication et de prévention, alors que ce soit à travers des vidéos, des chants qui tournent sur les réseaux sociaux, des voitures qui tournent avec des haut-parleurs. Je voyais une organisation qui a édité un manuel pratique pour vivre le confinement et les gestes barrières dans les maisons qui sont marquées par la promiscuité. Et tout ça dans un contexte, on l'a déjà dit, où Bolsonaro montre complètement le contre-exemple et invite au contraire la population à sortir. Donc, des actions de communication. Deuxième type d'action, des campagnes d'aide d'urgence pour les femmes en situation de vulnérabilité économique, de manière générale pour la population, mais en particulier pour elles, et qui sont souvent à l'initiative, enfin, c'est souvent des femmes aussi qui sont à l'initiative de ces campagnes-là. De manière générale, hein, tous les mouvements sociaux se sont reconvertis pour pouvoir délivrer cette aide d'urgence, hein, quel que soit un peu leur thème, mais en particulier les mouvements de femmes. Alors, ça peut être une action très locale avec la distribution de nourriture dans des cantines communautaires, des centres de nutrition dans les quartiers, il y a des cagnottes en ligne, des systèmes de donation entre les communautés rurales et urbaines. On l'a vu dans la première partie sur la question de la crise alimentaire. Il y a souvent toute une organisation qui est mise en place avec des bénévoles très mobilisés qui sont, et puis des mouvements sociaux, je l'ai dit, mais des églises aussi, les églises locales qui sont souvent aussi de la partie. Ça peut être aussi des initiatives beaucoup plus larges, comme la Centrale unique des favelas, la CUFA,
qui a mis en place une campagne pour les mères des favelas et qui a distribué déjà plus de 477 000 paniers d'aide basique aujourd'hui au Brésil. En termes de type d'action, il y a également des réseaux d'appui psychologique et solidaire pour orienter les femmes qui sont mis en place. Alors, c'est des réseaux qui existent, en fait, qui existaient déjà, mais qui se consolident et qui permettent de délivrer cette aide psychologique à ces femmes. Alors, ça peut être encore une fois des micro-actions. Moi, je connais une batucada de femmes, par exemple, qui est très active dans un groupe WhatsApp pour pouvoir animer, encourager les femmes du groupe. Et puis, il y a des organisations ou des initiatives beaucoup plus grandes, comme le réseau Maternativa, qui est le réseau Maternatif, qui a été créé en 2015 et qui discute des questions de maternité et de travail, et qui est particulièrement actif pendant cette période de pandémie. Enfin, deux derniers types d'actions, des stratégies de soutien aux femmes qui subissent des violences, que j'ai évoquées tout à l'heure, à travers des groupes online, etc., pour leur montrer comment faire ces dénonciations. Et puis, un travail de plaidoyer et de revendication. Je voyais par exemple le Forum des femmes de Pernambuco qui a publié une lettre ouverte où il dénonce l'isolement social comme un privilège de classe et non un droit, qui demandant l'accès à l'eau, etc. Puis dénonçant un certain nombre de mesures. Voilà, donc en conclusion, moi ce que j'ai envie de dire quand je vois un peu toutes ces actions qui sont menées sur les territoires, j'ai envie de retenir trois choses. D'abord, c'est la force du collectif. C'est parce que les femmes étaient très organisées déjà au tout départ et en réseau qu'elles ont su être réactives et s'entraider. La deuxième chose, c'est la créativité sur les territoires. On a des réponses qui sont très originales, créatives et adaptées parce qu'elles sont pensées par les femmes elles-mêmes sur le terrain. Et puis la dernière chose, c'est la question de l'information et de la formation. Les organisations de femmes disent beaucoup aujourd'hui qu'elles ne veulent pas rester dans un simple assistanat, mais travailler à une vraie politisation des territoires pour impulser des changements qui soient structurels et culturels sur la question des droits des femmes.